Bonjour! Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet vraiment passionnant, à la frontière entre la biologie du développement et la médecine, les tumeurs embryonnaires. Ce sont des formations qui, en fait, nous racontent une histoire sur nos propres origines. Allez, on commence avec une question qui peut paraître un peu folle. Est-ce qu'on peut imaginer une tumeur capable de créer des choses aussi complexes que des cheveux, des dents ou même des os? On dirait de la science-fiction, non? Eh bien, figurez-vous que c'est tout à fait réel. Ce phénomène, on l'observe dans une tumeur qu'on appelle un tératome. Et son existence, c'est un peu la porte d'entrée vers le monde fascinant des tumeurs embryonnaires, un groupe de tumeurs vraiment à part. L'idée de base est incroyable. Les tumeurs embryonnaires, ce sont des masses qui se forment à partir de cellules qui sont en quelque sorte restées bloquées à un stade de développement très très précoce. Des cellules qui ont encore tout le pouvoir créatif d'un embryon. Alors, pour y voir plus clair, on peut classer ces tumeurs en deux grandes familles. D'un côté, on a les tumeurs germinales, elles viennent de cellules maîtresses, des cellules primordiales capables de tout former. Et de l'autre, on a les tumeurs du blastème, qui, elles, viennent de cellules qui avaient déjà un plan directeur, une mission, construire un organe bien précis. Gardez bien cette distinction en tête, elle va nous guider pour la suite. Commençons donc avec la première famille, celle des tumeurs germinales. Celles-ci naissent des cellules les plus polyvalentes de notre corps, celles qui, à l'origine, ont le potentiel de créer un être vivant complet. La cellule à l'origine de tout ça, c'est la cellule germinale totipotente. Le mot totipotente, ça veut littéralement dire qui peut tout faire. C'est la cellule souche par excellence, capable de se transformer en absolument n'importe quel tissu du corps. Et voilà, on boucle la boucle avec notre question du début. Quand une de ces cellules super puissantes commence à se multiplier sans contrôle, elle utilise son potentiel incroyable pour fabriquer un mélange de tissus complètement hétéroclite. C'est exactement le principe du tératome. Dans un tératome, on va retrouver des dérivés des trois grands feuillets embryonnaires, qui sont les plans de base de notre corps. On peut y trouver des tissus issus de l'ectoderme, comme de la peau ou du tissu nerveux, du mésoderme, comme de l'os ou du muscle, et de l'endoderme, comme du tissu qui ressemble à la paroi de l'intestin. Une vraie mosaïque en fait. Mais attention, la cellule germinale ne se transforme pas toujours en ce mélange de tissus. Parfois, la tumeur est simplement une multiplication de cellules qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à la cellule germinale de départ. Dans ce cas-là, on parle de séminome. C'est d'ailleurs la tumeur germinale la plus courante chez l'homme jeune. Et il y a d'autres variantes tout aussi fascinantes. La tumeur vitéline, par exemple, imite le sac vitellin de l'embryon et produit un marqueur sanguin très utile, l'AFP. Le choriocarcinome, lui, va carrément reproduire du tissu de placenta et sécréter l'hormone de grossesse, la fameuse bêta-HCG. Ces marqueurs sont hyper importants pour le diagnostic et pour suivre l'efficacité des traitements. Alors, tout ça peut sembler un peu inquiétant, c'est vrai, mais il y a une très bonne nouvelle. D'abord, ces tumeurs sont rares, à peu près 1% de tous les cancers. Et surtout, grâce au traitement d'aujourd'hui, elles ont un excellent pronostic. On arrive souvent à les guérir, même quand elles sont découvertes tardivement. Ok, on a vu la première famille. Maintenant, passons à la deuxième. Ici, on ne parle plus de cellules maîtresses qui peuvent tout faire, on parle de cellules qui avaient déjà reçu une mission bien précise, participer à la construction d'un organe, comme le rein, l'œil ou le système nerveux. On les appelle les tumeurs du blastème. Le blastème, c'est le nom qu'on donne à l'ébauche d'un organe chez l'embryon. Ces tumeurs apparaissent quand la multiplication de ces cellules bâtisseuses ne s'arrête pas comme prévu. C'est pour ça qu'on les voit presque exclusivement chez les jeunes enfants. Pour que ce soit plus concret, prenons quelques exemples. Le rétinoblastome, c'est une tumeur qui vient des cellules de l'ébauche de la rétine. Le néphroblastome, qui est l'une des tumeurs solides les plus fréquentes chez l'enfant, se développe à partir de l'ébauche du rein. Et le neuroblastome, lui, vient des cellules fondatrices du système nerveux sympathique. Prenons justement le cas du neuroblastome. Le fait de comprendre sa biologie embryonnaire nous aide directement à savoir s'il sera agressif ou non. On sait que le pronostic est meilleur si l'enfant a moins de 18 mois, si la tumeur n'est pas étendue, si un gène très important, N-MYC, n'est pas suractivé et si les cellules de la tumeur ont l'air un peu plus matures, plus différenciées. Bon, on a vu tout ça, mais au fond, pourquoi est-ce que c'est si important de connaître l'origine de ces tumeurs? Eh bien, tout simplement parce que ça change tout concrètement pour le diagnostic et le traitement. C'est cette origine embryonnaire qui explique pourquoi on peut suivre certaines tumeurs avec des prises de sang en dosant l'AFP et l'HCG. C'est aussi cette origine qui explique pourquoi les séminomes, par exemple, réagissent si bien à la chimiothérapie. En fait, en comprenant d'où vient la tumeur, on sait mieux comment la dépister et comment l'attaquer. Il y a une phrase qui résume parfaitement tout ça. Ces tumeurs reproduisent des structures observables au cours de l'embryogénèse.
Autrement dit, ce ne sont pas juste des masses de cellules anarchiques. Ce sont des échos, des sortes de reproductions, parfois un peu déformées, des étapes de notre propre développement. Finalement, ce que ces tumeurs nous montrent, c'est que nos corps gardent en eux la mémoire de leur propre création. Elles sont une fenêtre un peu étrange mais fascinante sur les mécanismes qui nous ont construits. Et ça laisse une question en suspens. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de plus en écoutant ces incroyables échos de nos origines ?